23 années à être considéré comme la déception. 23 années à voir mon frère, Quinton, obtenir tout pendant que je n'obtenais rien. Mais alors que j'étais assis dans cet auditorium de Harvard, regardant mon père remettre l'empire logistique de notre famille, d'une valeur de 75 millions de dollars, à mon frère chéri, un étranger a tout changé avec cette mot, ils ne savent pas qui est votre vrai père. Ce que j'ai découvert dans ce dossier n'a pas seulement changé ma vie. Cela a détruit la leur. Je m'appelle Deacon Whitmore. Ou du moins, c'est ce qu'on m'a dit toute ma vie. J'ai 28 ans et, jusqu'à il y a 3 semaines, j'étais le fils oublié de la dynastie d'Expédition Whitmore. Vous connaissez le genre de famille dont je parle. Celle avec des portraits et des ailes de musée, des résidences d'été qui sont dans la famille depuis des générations et assez d'argent pour faire disparaître les problèmes avec un coup de téléphone. Sauf que j'étais leur seul problème qu'ils ne pouvaient pas résoudre. Ma mère, Vivian Whitmore, a 52 ans et n'a jamais rencontré un miroir qu'elle n'aimait pas ou un compliment qu'elle n'attendait pas. Elle organise des galas de charité comme les généraux mènent des campagnes militaires, avec précision, impitoyablement et avec une tolérance zéro pour l'imperfection. Elle me présentait aux événements mondains comme « notre autre fils, Deacon », comme si j'étais une pensée après coup qu'elle devait reconnaître à des fins fiscales. Ses diamants coûtaient plus cher que la plupart des maisons des gens, mais son cœur valait moins que des bijoux fantaisie quand il s'agissait de moi. L'homme que j'ai appelé père pendant 23 ans, Sterling Whitmore, a bâti son empire d'expédition avec l'argent de son père et la sueur des autres. 55 ans, avec des cheveux argentés dont il jure qu'ils ont pris cette couleur à cause du stress de la construction de son entreprise, et non à cause du stress de m'avoir comme fils, bien qu'il ait fait cette blague assez souvent lors de dîners. Il pourrait vous dire le numéro de coque de chaque navire de sa flotte, mais il ne pourrait pas vous dire à quel poste je jouais dans mon équipe de baseball au lycée. J'étais le lanceur partant, au fait. Nous sommes allés au championnat d'État. Pas qu'il l'ait remarqué. Ensuite, il y a Quinton, mon frère aîné de 2 ans, 30 ans, MBA de Harvard et cadeau de Dieu à l'industrie du transport maritime si vous croyez nos parents. Quinton le parfait avec ses notes parfaites, ses stages parfaits et sa capacité parfaite à me rendre invisible simplement en entrant dans une pièce. Il n'avait même pas à essayer d'être le préféré. Il est né pour ça, préparé pour ça, célébré pour ça. Chaque bulletin de notes, chaque trophée, chaque lettre d'acceptation était encadrée et exposée comme des artefacts religieux dans notre manoir du Connecticut. Mais voici ce qui arrive quand on est le fils oublié. On apprend à regarder. On apprend à écouter. On apprend à voir les choses que les gens pensent cachées. Comme le fait que le sourire de mère n'atteigne jamais tout à fait ses yeux quand elle regarde père. Comme le fait que la mâchoire de père se serre chaque fois que quelqu'un mentionne des enfants qui ressemblent à leurs parents. Comme le fait que la confiance de Quinton soit aussi fragile que du verre filé, prête à se briser au premier vrai défi. Ce jour de remise des diplômes à Harvard était censé être le couronnement de Quinton, le jour où il est officiellement devenu l'héritier du trône de Whitmore Shipping International. Les bannières Bordeaux pendaient de chaque arcade. L'orchestre jouait des chansons plus anciennes que les bâtiments, et des centaines des meilleures familles d'Amérique se sont réunies pour regarder leurs enfants décrocher leurs billets d'or pour les échelons supérieurs de la société. Je m'y suis rendu seul dans mon Ford F-150 2015, celui avec le pare-choc bosselé et la radio qui ne captait que les stations AM. Je l'ai garé entre une Lamborghini et une Bentley, qui appartenait probablement à des jeunes plus jeunes que moi. Mon costume venait du rayon des soldes de Macy's, le même que je portais à chaque événement familial où ma présence était requise mais pas souhaitée. Bleu marine, rien de spécial, juste comme moi selon tous ceux qui comptaient. L'ouvreur a regardé mon invitation 2 fois, comme s'il ne pouvait pas croire qu'un Whitmore arriverait seul et mal habillé. Il m'a conduit à ma place au dernier rang, si loin de la scène que je pouvais à peine distinguer le podium. Mes parents étaient assis au premier rang, bien sûr, à des places réservées aux familles qui avaient fait don de bâtiments, pas seulement de chèques de scolarité. Mère portait un tailleur Saint John qui coûtait plus cher que ce que je gagnais en 6 mois à l'entrepôt. Les boutons de manchette de père captaient la lumière comme de minuscules étoiles, chacun valant un paiement de voiture. J'aurais dû partir à ce moment-là. J'aurais dû reconnaître ce que c'était, pas seulement une remise de diplôme, mais une exécution publique de tout espoir que j'avais de compter pour ma famille. Mais je suis resté. Je suis resté parce que quelque part au fond de ma poitrine, enfoui sous des années de déception, il y avait une étincelle stupide et têtue d'espoir que peut-être, juste peut-être, il se souviendrait que j'existais. Cette étincelle était sur le point de devenir un brasier, et la femme qui s'approchait de moi à travers la foule portait l'allumette.
Nadira Castellano se déplaçait dans l'assemblée comme si elle possédait chaque molécule d'air dans le bâtiment. Élégante, déterminée et tenant un dossier manie qui révélerait 23 années de mensonges. Mais je ne savais rien de tout cela encore. Tout ce que je savais, c'est que j'étais Deacon Whitmore, le fils inutile, assis au dernier rang du triomphe de mon frère, sur le point de découvrir que tout ce que je pensais savoir sur moi-même était un mensonge soigneusement construit. Et la vérité valait plus que chaque centime de la fortune des Whitmore. La cérémonie était sur le point de commencer, la dernière cérémonie où je serais jamais appelé un Whitmore. Et honnêtement, j'avais hâte de voir leur visage quand ils réaliseraient ce qu'ils avaient jeté. Grandir dans la famille Whitmore signifiait vivre dans l'ombre de Quinton, sauf que les ombres sont censées être sombres et silencieuses, et l'ombre de Quinton était illuminée comme Times Square avec une célébration et des éloges constants. Notre domaine du Connecticut s'étendait sur 40 acres de perfection entretenus avec deux ailes distinctes qui auraient tout aussi bien pu être des univers différents. L'ailée appartenait à Quinton, un sanctuaire à la réussite avec des présentoirs de trophées, de récompenses universitaires et de photos de lui serrant la main de sénateur, de PDG et même d'un ancien président lors d'un sommet de leadership jeunesse. L'aile ouest était la mienne, décorée de rubans de participation et de photos d'équipe où il fallait plisser les yeux pour me trouver au dernier rang. Quinton, montre à ton oncle Harrison ta lettre d'acceptation à Harvard, disait mère à chaque réunion de famille, ses doigts parfaitement manucurés ajustant son col comme s'il était un chien de concours primé. Ses bagues en diamant captaient la lumière à chaque geste, projetant de minuscules arcs-en-ciel à travers la pièce qui semblait atterrir partout sauf sur moi. Puis elle jetait un coup d'œil dans ma direction avec ce sourire étudié qui n'atteignait jamais tout à fait ses yeux. Deacon est encore en train de se découvrir. Certaines personnes éclosent juste plus tard, n'est-ce pas, mon chéri? L'oncle Harrison hochait la tête poliment, mais j'ai surpris la pitié dans ses yeux. Le même regard que vous donneriez à un chien à trois pattes qui fait de son mieux pour suivre la meute. Il me tapotait l'épaule et me glissait un billet de $20 comme si j'avais 12 ans au lieu de 28, pensant probablement qu'il était gentil avec l'échec de la famille. Je travaillais dans l'un des entrepôts de transport maritime de notre famille à Newark, et pas dans un poste de formation de cadre non plus. J'étais superviseur de plancher, ce qui signifiait que je chargeais des camions, gérais les stocks et traitais des différents syndicaux pendant les pauses café et les heures supplémentaires. Chaque matin, mon réveil sonnait à 4h30 du matin, et je conduisais dans l'obscurité pour arriver avant que le premier quart de travail ne commence à 6h. Mes mains avaient des callosités que le maquillage ne pouvait pas cacher, et je connaissais chaque opérateur de chariot élévateur, chaque docker et chaque chauffeur de camion par leur prénom. « Pourquoi insistes-tu à nous embarrasser » dit Père un soir au dîner, examinant mes mains comme si elles étaient couvertes de quelque chose de contagieux. Il avait remarqué la graisse sous mes ongles qu'aucune quantité de gommage ne pouvait enlever. Ton frère est sur le point d'obtenir un diplôme de la Harvard Business School, et tu te contentes d'être un simple ouvrier. Quelqu'un doit savoir comment fonctionne l'entreprise, ai-je répondu, coupant mon steak avec plus de force que nécessaire. Ces camions ne se chargent pas tout seuls, et ces travailleurs ne se gèrent pas non plus eux-mêmes. Quinton a ri. Ce rire facile et confiant de quelqu'un qui n'a jamais eu à prouver sa valeur. Il ajusta sa Rolex, celle que Père lui avait offerte pour être entré à Harvard, en s'assurant que l'or captait la lumière des bougies. C'est pour ça qu'on embauche des gens, petit frère. Les leaders n'ont pas besoin de se salir les mains. Ils ont besoin de vision, de stratégie, de la capacité de voir le panorama d'ensemble. Difficile de voir le panorama d'ensemble quand on n'a jamais regardé les petits détails, ai-je rétorqué. La fourchette de mer a cliqueté contre son assiette, le son étant aussi aigu qu'un coup de marteau d'un juge. Deacon, s'il te plaît, ne gâchons pas le dîner avec ta sagesse d'entrepôt. Le professeur de Quinton dit qu'il a l'esprit stratégique le plus brillant de sa classe. Bien sûr, il l'avait. Les professeurs de Quinton disaient qu'il était le meilleur depuis la maternelle quand il avait peint une tache au doigt que mère jurait ressemblait à une monaille. Pendant ce temps, je pouvais reconstruire un moteur diesel les yeux bandés, mais ce n'était pas le genre de talent qui était encadré et accroché dans la galerie familiale. L'invitation à la remise des diplômes est arrivée un mardi, livrée par coursier comme s'il s'agissait d'une assignation à comparaître. L'enveloppe était plus lourde que mes factures mensuelles combinées, faite de papier qui ressemblait à du tissu et de l'argent avait un bébé. À l'intérieur, l'invitation était gaufrée de lettres d'or qui coûtaient probablement plus cher que ce que la plupart des gens dépensaient pour leur vrai mariage. La famille Whitmore vous invite cordialement à célébrer l'obtention du diplôme de Quinton Sterling Whitmore de la Harvard Business School. Mon nom n'était même pas indiqué comme hôte, juste regroupé avec la foule de l'admission générale comme si j'étais un cousin éloigné au lieu de son frère.
J'étais resté debout dans cet entrepôt de Newark, entouré de la vraie machinerie de la fortune de notre famille, tenant cette invitation pendant qu'Eddie, l'un des opérateurs de chariots élévateurs, me demandait si tout allait bien. Une affaire de famille, lui ai-je dit, et il a hoché la tête avec la compréhension d'un homme qui savait que la famille pouvait couper plus profondément que toute blessure sur le lieu de travail. La vérité était que j'avais appris plus de choses sur les affaires dans cet entrepôt que Quinton n'en avait appris dans ses salles de classe en tour d'ivoire. Je savais que la fille de José avait besoin d'une intervention chirurgicale et qu'il ne pouvait pas se permettre le copaiement, même avec notre assurance. Je savais que Williams était sobre depuis 8 ans mais qu'il allait toujours à des réunions tous les jeudis. Je savais que lorsque le système de refroidissement est tombé en panne en juillet, la productivité a chuté de 30%, non pas parce que les gens étaient paresseux, mais parce que les êtres humains n'étaient pas censés travailler à 38 degrés Celsius. Ce n'étaient pas des cas, des études ou des modèles théoriques. C'étaient de vraies personnes avec de vrais problèmes qui affectaient les vraies affaires. Mais rien de tout cela n'avait d'importance pour Sterling et Vivian Whitmore. Pour eux, je ne faisais que jouer dans la saleté pendant que Quinton se préparait à hériter d'un empire construit sur cette même saleté que j'étais trop fier pour laver dessous mes ongles. La salle de remise des diplômes de Harvard bourdonnait du genre d'énergie que l'on ne trouve que lorsque des centaines de familles riches se réunissent pour célébrer que leurs investissements portent enfin leurs fruits. Le bâtiment lui-même était un monument à l'argent ancien avec des panneaux d'acajou qui avaient vu des générations de l'élite américaine recueillir leurs coûteux papiers. J'ai trouvé ma place au dernier rang derrière 300 autres participants qui comptaient apparemment plus que le deuxième fils. Le programme me répertoriait simplement comme « invité de la famille », tandis que mes parents avaient leur nom complet et leurs titres imprimés comme s'ils étaient des rois. La cérémonie s'est éternisée avec des phrases latines que personne ne comprenait, mais que tout le monde faisait semblant d'apprécier. Des diplômes honorifiques ont été décernés à des milliardaires qui n'avaient probablement pas lu un livre depuis la dernière fois qu'ils avaient acheté leur place sur une liste de best-sellers. Puis, enfin, après ce qui m'a semblé des heures d'autocongratulation, Quinton a traversé cette scène. Mère s'est même levée et a applaudi, son bracelet Cartier captant la lumière pendant qu'elle applaudissait. La poitrine de père s'est gonflée du genre de fierté que je n'avais vu que lorsqu'il avait conclu des accords de plusieurs millions de dollars. Le doyen a serré la main de Quinton comme s'il saluait un futur président. Et pourquoi pas? Dans leur monde, l'argent et le pouvoir étaient la même chose, et Quinton était sur le point d'avoir les deux. Après la cérémonie, nous nous sommes rendus dans la grande salle de bal pour la réception. Des lustres en cristal pendaient d'un plafond peint avec des murales de style Renaissance, et des serveurs en gants blancs circulaient avec du champagne qui coûtait probablement plus cher la bouteille que les paiements de voiture de la plupart des gens. J'ai pris un verre et j'ai trouvé un coin où je pouvais regarder le spectacle se dérouler. Quinton a fait le tour de la pièce comme un politicien, serrant des mains et acceptant des félicitations avec la facilité acquise de quelqu'un qui s'était préparé à ce moment toute sa vie. Puis père a fait teinter son verre de champagne avec un stylo en or, le son coupant le bavardage comme une cloche. Sterling Whitmore n'avait pas besoin de demander l'attention. Il la commandait simplement en existant dans un espace. Mesdames et messieurs, si je pouvais avoir un moment, commença-t-il, sa voix portant l'autorité d'un homme qui n'avait jamais été interrompu de sa vie. Aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de célébrer le diplôme de Harvard de mon fils, bien que cela seul vaudrait toute cette agitation. Des rires polis se sont répandus dans la foule. Mère se tenait à côté de lui, sa main sur son bras dans un geste qui semblait favorable, mais qui était probablement juste pour se stabiliser après son 4e verre de champagne. Aujourd'hui, il s'agit de l'avenir, continua père, sa voix devenant plus forte. L'avenir de Whitmore Shipping International, une entreprise que mon père a bâtie à partir de rien et que j'ai transformée en une entreprise de 75 millions de dollars. Mon estomac s'est serré. Je savais où cela allait, mais l'entendre annoncer publiquement était comme regarder un accident de voiture au ralenti. C'est avec grand plaisir que j'annonce que Quinton héritera de tout. Il marqua une pause pour faire de l'effet, ses yeux balayant la foule, mais ne trouvant jamais les miens. L'entreprise, notre collection de 12 voitures anciennes, y compris la Ferrari 1965 qui appartenait autrefois à Steve McQueen, notre pentouse de Manhattan sur Central Park West, la maison dans les Hamptons où nous passons l'été, et oui, même le domaine du Connecticut où les 2 garçons ont grandi. Les 2 garçons, c'est ainsi qu'il nous a appelés. Quinton par son nom, moi comme une pensée après coup, au futur PDG de Whitmore Shipping International. Père leva son verre plus haut et la pièce éclata en applaudissements. Des partenaires commerciaux se sont précipités pour serrer la main de Quinton. Mère embrassa sa joue,
laissant une marque de rouge à lèvres qu'elle essuya immédiatement avec son pouce dans ce geste maternel que j'avais vu 1000 fois mais que je n'avais jamais vécu moi-même. Des photographes ont immortalisé le moment pour les pages mondaines, le flash des caméras créant un effet stroboscopique qui rendait tout surréaliste. Et j'étais assis là, invisible, tenant un verre de champagne qui avait soudainement le goût d'acide de batterie mélangé à de la déception. Rien. Le mot s'échappa de mes lèvres comme un murmure. 23 ans de loyauté, de travail, d'effort, et je n'obtiens rien. C'est alors que je l'ai vue. Elle s'est déplacée dans la foule avec un but qui donnait l'impression que tous les autres étaient immobiles. Robe bleu marine, élégante mais discrète, cheveux argentés tirés vers l'arrière d'une manière qui suggérait qu'elle avait de meilleures choses à faire que de se soucier de la mode. Ses yeux verts ont croisé les miens de l'autre côté de la pièce, et elle s'est dirigée directement vers moi comme un missile guidé trouvant sa cible. La foule semblait s'écarter pour elle sans se rendre compte qu'elle le faisait. Elle avait ce genre de présence qui incitait les gens à s'écarter instinctivement, comme on bougerait pour quelqu'un qui transporte quelque chose de dangereux. Elle s'arrêta directement devant moi, assez près pour que je puisse sentir son parfum. Quelque chose de cher mais pas envahissant. Deacon Whitmore ? Oui, répondis-je, confus de savoir pourquoi cette étrangère connaissait mon nom alors que la moitié des personnes dans cette pièce ne le connaissaient probablement pas. Elle plaça un dossier manille dans mes mains avec le genre de mouvement délibéré qui suggérait que c'était plus que de simples papiers. Le dossier était épais, lourd, avec ce qui ressemblait au poids de secrets. « Votre mère vous ment depuis 23 ans, dit-elle, sa voix portant un léger accent qui aurait pu être espagnol ou italien. Ils ne savent pas qui est votre vrai père. De quoi parlez-vous ? Ma voix s'est légèrement brisée, le verre de champagne tremblant dans mon autre main. Elle se pencha plus près, ses yeux verts ne quittant jamais les miens. Ouvrez-le quand vous serez seul. Tout ce que vous pensiez savoir sur vous-même est faux. Votre véritable héritage n'est pas ici dans cette pièce remplie de pans qui prétendent être des aigles. Il vous attend à Miami. Qui êtes-vous ? J'ai réussi à demander, mais elle se détournait déjà. Quelqu'un qui attend depuis 23 ans pour livrer ce dossier, dit-elle par-dessus son épaule. Votre vraie famille vous envoie ses salutations. Puis elle disparut dans la foule aussi vite qu'elle était apparue, me laissant là tenant un dossier qui me semblait contenir soit ma destruction, soit mon salut. Autour de moi, la fête continuait. Quinton posait pour des photos avec le doyen. Mère racontait à quelqu'un leur projet de rénovation pour la maison des Hantons. Père discutait de portefeuille d'actions avec ses copains de golf, et je me tenais là, invisible comme toujours, mais maintenant en possession de quelque chose qui les ferait tous me voir clairement pour la première fois de leur vie. J'ai quitté la réception immédiatement, en passant devant le service voiturier où des adolescents en veste rouge jonglaient avec des clés de voiture valant plus que des maisons. Mon Ford F-150 déglingué était garé sur le parking comme un pouce rouillé au milieu de doigts manucurés, entouré de Bentley, Ferrari et Mercedes qui brillaient sous les projecteurs de Harvard. Je suis monté dans mon camion, j'ai verrouillé les portières et allumé le plafonnier qui a clignoté 2 fois avant de rester allumé, juste assez lumineux pour lire. Mes mains tremblaient en ouvrant le dossier. Le premier document était un test ADN datant de 2001. Le papier jaunissait sur les bords, mais les mots étaient parfaitement clairs. J'ai lu la conclusion 3 fois avant que mon cerveau n'accepte ce que mes yeux voyaient. Probabilité de paternité entre Sterling Whitmore et Deacon, 0%. Pas 99,9% de certitude qu'il soit mon père, 0% absolument aucune chance. L'homme qui avait passé 23 ans à être déçu de moi n'était même pas mon père. La page suivante a complètement arrêté mon cœur, une photographie de ma mère, jeune et rayonnante d'une manière que je ne lui avais jamais vue, debout sur Miami Beach à côté d'un homme qui me ressemblait dans 20 ans. Mêmes yeux noirs, même mâchoire forte, même larges épaules qui m'avaient toujours fait paraître différent de la silhouette élancée de coureur de Quinton. L'homme avait son bras autour de la taille de ma mère, et elle le regardait avec une expression que je ne lui avais jamais vue adressée à Sterling. Écrit au dos à l'encre bleue délavée, Vivien et Rodrigo, Miami Beach, 2000. J'ai tourné à la page suivante, un document juridique du tribunal des successions du comté de Miami-Dade. Rodrigo Castellano, magnate cubano-américain du transport maritime, était décédé il y a 3 mois. Son testament, dûment attesté et notarié, contenait une section surlignée en jaune, à mon fils biologique, Deacon, que je n'ai jamais été autorisé à rencontrer, mais que j'ai observé de loin. Je lègue l'intégralité de ma succession, y compris Castellano International Holdings, toutes les propriétés associées et les biens personnels, pour un montant total d'environ 400 millions de dollars. 400 millions de dollars. J'ai relu le nombre.
Ce n'était pas une erreur de frappe. Le superviseur d'entrepôt qui n'avait pas les moyens de s'acheter un nouveau camion était apparemment l'héritier de près d'un demi-milliard de dollars. Mais la dernière page est ce qui m'a brisé, une lettre de la main de ma mère, la même écriture élégante qui avait signé des notes dédaigneuses à mes professeurs et des cartes d'anniversaire froides avec juste son nom sans amour pour le précéder. Rodrigo, Sterling ne doit jamais rien savoir de cette nuit. Il est stérile depuis son accident de course à l'université, mais il ne le sait pas encore. Les médecins me l'ont dit en privé quand nous essayions de concevoir. Je suis enceinte de ton enfant, mais ce bébé sera élevé comme un Whitmore. Le nom Whitmore ouvre des portes. Ton argent ne le pourrait jamais. Ne me contacte plus. Ton argent ne signifie rien comparé à la position sociale que Sterling fournit. L'enfant aura tout ce qui compte, Vivien tout ce qui compte. Apparemment, cela n'incluait pas la vérité ou un père qui me voulait vraiment. Mon téléphone a sonné, la sonnerie de ma mère jouant ce morceau classique qu'elle insistait pour dire être sophistiquée. J'ai regardé son nom sur l'écran pendant un moment, puis j'ai répondu. Où es-tu? A-t-elle exigé, sa voix tranchante d'irritation. Ton père est sur le point de porter son deuxième toast. C'est impoli de partir pendant la célébration de ton frère. Il n'est pas mon père, ai-je dit doucement, chaque mot délibéré et clair. Un silence s'est étiré entre nous si longtemps que j'ai cru que l'appel était coupé. Puis, à peine un murmure, qu'est-ce que tu viens de dire? Miami Beach, 2000. Rodrigo Castellano. Ça te dit quelque chose, mère? J'ai gardé ma voix stable, bien que mon cœur battait si fort que j'étais sûr qu'elle pouvait l'entendre à travers le téléphone, ou devrais-je simplement te lire cette lettre que tu as écrite, celle où tu admets que Sterling est stérile? La ligne a coupé. Elle m'avait raccroché au nez. 23 ans de mensonges, et elle ne pouvait même pas me faire la faveur d'une explication. Je suis resté assis dans ce camion pendant encore 10 minutes, à fixer les documents éparpillés sur mon siège passager. Toute ma vie avait été construite sur une base de mensonges. Chaque commentaire dédaigneux de Sterling prenait tout son sens maintenant. Une partie de lui devait sentir que je n'étais pas le sien. Chaque regard froid de mère était de la culpabilité déguisée en déception. Elle m'avait regardé chaque jour et avait vu son secret, son erreur, son compromis pour le statut social. Mais Rodrigo Castellano savait. Il savait, et il avait attendu. Il avait construit un empire qui éclipsait les efforts des Whitmore et avait tout légué au fils qu'il n'avait jamais été autorisé à revendiquer. J'ai pris ma décision là, sur ce parking, entouré des voitures de personnes qui n'avaient jamais remis en question leur place dans le monde. J'ai conduit directement à l'aéroport de Logan, le moteur de mon camion se plaignant de la vitesse, mais tenant bon comme il l'avait toujours fait. Au comptoir de United Airlines, j'ai acheté un billet aller simple pour Miami en utilisant la carte de crédit d'urgence que je n'avais jamais utilisée à fond parce que je la gardais pour une vraie urgence. Si découvrir que toute ta vie était un mensonge ne comptait pas, rien ne le ferait. Des bagages à enregistrer, a demandé l'agent. Non, ai-je répondu. Je laisse tout derrière moi. Elle m'a jeté un regard confus, mais a imprimé ma carte d'embarquement. Porte 23. Départ dans 2 heures. Je n'avais pas de vêtements à part ceux que je portais, pas de plan à part découvrir qui était Rodrigo Castellano, et aucune idée de ce que je trouverais à Miami à part une vérité qui m'avait été cachée pendant 23 ans. Pendant que j'attendais à la porte, mon téléphone a explosé de messages, 17 appels manqués de mère, 12 de Sterling, texto après texto de Quinton, allant de la confusion à la colère. Où es-tu? Maman fait une dépression. Papa hurle sur tout le monde. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai éteint mon téléphone et suis monté à bord de l'avion. Pour la première fois de ma vie, je ne fuyais pas quelque chose. Je courais vers lui, vers un père qui me voulait, vers un héritage qui était réellement le mien, vers une vérité qui détruirait le monde soigneusement construit des Whitmore. L'hôtesse de l'air m'a demandé si je voulais une boisson. Du champagne, ai-je dit, en pensant à ce verre amer à Harvard. Je fête quelque chose. Quelle est l'occasion, a-t-elle demandé avec un sourire professionnel. Je viens de découvrir qui je suis vraiment. Le bâtiment de Castellano International Holdings au centre-ville de Miami faisait ressembler Whitmore Shipping à un stand de limonade tenu par des enfants. 40 étages de verre noir et d'acier s'élevaient dans le ciel de Floride, reflétant les nuages et captant la lumière du soleil comme s'ils récoltaient de l'énergie des cieux. Le hall d'entrée à lui seul aurait pu avaler tout le siège de Whitmore Shipping avec des sols en marbre si polis que je pouvais voir mon reflet nerveux les traverser.
Des agents de sécurité en costume qui coûtaient plus cher que mon camion ont hoché la tête en m'approchant comme s'ils m'attendaient. Nadira Castellano m'a rencontré dans la salle de réunion de la direction au 40e étage. La salle avait des fenêtres du sol au plafond donnant sur la baie de Biscayne où d'énormes cargos entraient et sortaient du port comme des danseurs chorégraphiés. Elle se tenait dos à moi au début, regardant les navires, puis s'est retournée avec cette même grâce déterminée que j'avais vue à Harvard. « Je suis ta tante », a-t-elle dit simplement, comme si elle décrivait le temps qu'il faisait. Rodrigo était mon frère. Elle a désigné une chaise en cuir qui coûtait probablement plus cher que ce que je gagnais en un mois. Je me suis assis, essayant de comprendre que cette femme élégante était ma famille, ma vraie famille. Elle a affiché une présentation sur l'écran mural qui s'est matérialisée à partir de ce que je pensais être juste un mur noir. Ton père a construit un empire maritime qui fait passer les Whitmore pour de petits opérateurs. Nous déplaçons des marchandises à travers tous les grands ports de Miami à Rio de Janeiro. Castellano International a des contrats avec des gouvernements, pas seulement des entreprises. Nous ne nous contentons pas d'expédier des produits, nous déplaçons des économies. Les chiffres à l'écran m'ont donné le vertige. Revenus annuels en milliards. Taille de flotte qui éclipsait l'opération boutique de Whitmore. Des relations politiques qui s'étendaient jusqu'à la Maison Blanche et au-delà. La société vaut 400 millions en actifs liquides à elle seule, a-t-elle poursuivi, faisant défiler des diapositives de propriété, de navires et de filiales, mais la vraie valeur réside dans les contrats et les connexions. Ton père a passé 23 ans à construire quelque chose qui ne pouvait pas être ignoré ou rejeté, tout comme son fils. Mes jambes étaient faibles. 400 millions de dollars. Ce n'est que le point de départ. Elle m'a remis un autre dossier, celui-ci relié en cuir avec mon nom gravé en or. Rodrigo était au courant de toi depuis le début. Ta mère pensait être maligne, mais Rodrigo a fait faire son propre test ADN quand tu avais 2 ans une mèche de tes cheveux chez un coiffeur, si tu peux le croire. Il t'a surveillé toute ta vie. Elle m'a montré des photos de surveillance qui ont fait couler mon sang froid et chaud en même temps. Là j'étais à la remise des diplômes du lycée, l'air perdu même à ce moment-là, chargeant des camions à l'entrepôt, riant avec Eddie et les gars, l'une du dernier dîner de Noël au domaine des Whitmore, où j'étais assis à l'extrémité de la table comme un exilé. Sur chaque photo, je pouvais voir maintenant ce que j'avais manqué alors, quelqu'un avait regardé. Quelqu'un s'était assez soucié de documenter ces moments. Pourquoi ne m'a-t-il pas contacté? Ma voix s'est brisée malgré mes efforts pour la contrôler. Ta mère a menacé de le détruire s'il essayait. Elle avait des relations par le biais de Sterling, un levier politique qui aurait pu rendre les affaires difficiles. Mais plus que cela, Rodrigo était intelligent. Il savait que Sterling était stérile depuis le début, l'a découvert par l'intermédiaire d'un détective privé qui a accédé aux dossiers médicaux de l'accident de course de Sterling à Yale. On avait dit à Sterling qu'il pourrait avoir des problèmes de fertilité, mais étant Sterling, il a refusé de le croire ou de se faire tester. Attends, si Sterling est stérile, alors comment mère a-t-elle expliqué Quinton? Le sourire de Nadira était assez tranchant pour couper du verre. C'est la plus belle partie. Quinton n'est pas non plus le fils de Sterling. Ta mère a eu une liaison avec le partenaire commercial de Sterling, Harrison Val, 2 ans avant ta naissance. C'est pourquoi Quinton a tout eu. Vivien devait garder Sterling heureux et distrait, sinon il pourrait commencer à poser des questions sur la raison pour laquelle ses fils ne lui ressemblaient pas du tout. Harrison Val. Oncle Harrison, qui avait toujours été là, qui avait toujours porté une attention particulière à Quinton, qui l'avait toujours regardé avec une fierté qui dépassait celle d'un ami de la famille. Tout cela prenait un sens horrible et parfait. Mais voici la partie vraiment belle, a continué Nadira, affichant des documents juridiques à l'écran. La fortune des Whitmore est bâtie sur des contrats avec Castellano International. 70% de leurs itinéraires maritimes passent par nos ports, 80% de leurs contrats internationaux sont des partenariats avec nos filiales, et chaque contrat a une clause très intéressante que Sterling n'a jamais pris la peine de lire attentivement. Ils peuvent être résiliés avec un préavis de 30 jours si la société est un jour dirigée par quelqu'un qui n'est pas un Whitmore biologique. Mais Quinton n'est pas un Whitmore biologique, ai-je dit, les implications me frappant comme une force physique. Exactement. Au moment où Quinton prendra la relève, nous pourrons annuler tous les contrats. Whitmore Shipping s'effondrera en 6 mois, probablement 3. Mon téléphone, que j'avais rallumé après l'atterrissage, vibrait avec des textos de plus en plus frénétiques de Quinton. Qu'est-ce que tu as fait? Papa fait une dépression. Maman s'est enfermée dans sa chambre. Les avocats sont là.
Réponds-moi maintenant. Nadira a placé un stylo devant moi, un maintblank qui pesait plus qu'il ne semblait possible pour quelque chose d'aussi petit. Signe ici et tu deviens PDG de Castellano International. Ton droit de naissance, ton véritable héritage. Tout ce que Rodrigo a construit, il l'a construit pour toi. J'ai pensé à 23 ans passés à être traité d'inutile, à regarder Quinton être loué pour le simple fait de respirer pendant que je travaillais jusqu'à ce que mes mains saignent et que ce ne soit toujours pas suffisant. J'ai pensé à ma mère choisissant le statut plutôt que la vérité, au regard dédaigneux de Sterling, au dernier rang à Harvard, au rien que j'étais censé hériter pendant que Quinton avait tout. J'ai signé mon nom, dit Con Castellano. Au moment où j'ai terminé la dernière lettre de mon nouveau, ancien nom, Nadira m'a remis une autre enveloppe. Rodrigo t'a laissé une lettre. Il l'a écrite une semaine avant sa mort, lorsque le cancer s'était trop propagé pour être combattu, mais pas assez pour l'empêcher d'écrire. Je l'ai ouverte avec des mains tremblantes, le papier à l'intérieur écrit à la main avec des traits audacieux. Mon fils, j'ai attendu toute ta vie pour te donner ce qui t'a toujours appartenu. Je t'ai regardé forger ton caractère dans cet entrepôt pendant que ton frère construisait son ego à Harvard. Tu as appris la valeur du travail acharné pendant qu'il apprenait l'art du droit. Tu es devenu un homme malgré eux, pas grâce à eux. Je suis désolé de n'avoir pas pu être là, mais je me suis assuré que tu aurais tout à la fin. Le sang ne fait pas la famille, mais il fait des héritiers. Bienvenue à la maison, ton vrai père, Rodrigo. Je l'ai lu 3 fois, mémorisant chaque mot, chaque boucle de son écriture, chaque endroit où le stylo avait appuyé plus fort avec émotion. Cet étranger, cet homme que je n'avais jamais rencontré, avait été plus impair dans la mort que Sterling ne l'avait été dans la vie. 3 semaines plus tard, je me tenais dans mon nouveau bureau donnant sur le port de Miami, regardant les navires de Castellano entrer et sortir du port comme des pièces sur un échiquier que je contrôlais maintenant. Le soleil du matin peignait l'eau en or, et je pouvais voir notre logo sur tout, des énormes porte-conteneurs aux camions qui chargeaient sur les quais en contrebas. Ma secrétaire a frappé, un son professionnel qui me faisait toujours lever les yeux avec surprise d'avoir une secrétaire. Monsieur Castellano, vos visiteurs sont là. Je m'y attendais. Faites-les entrer. Sterling et Vivian Whitmore sont entrés en ayant l'air d'avoir vieilli de 10 ans en 3 semaines. Le maquillage parfait de mère ne pouvait pas cacher les cernes sous ses yeux, et les cheveux argentés de Sterling semblaient plus fins. Sa présence puissante diminuait comme l'air s'échappant lentement d'un ballon. Il se tenait dans mon bureau, admirant la richesse et la puissance évidente de l'espace, et j'ai vu le moment exact où ils ont réalisé que leur fils, leur échec, leur déception, tenaient maintenant leur destin entre ses mains. Dis-con, a commencé Sterling, sa voix brisée comme je ne l'avais jamais entendue auparavant. Nous avons besoin de ces contrats. Non, ai-je dit simplement, me tournant de la fenêtre pour les affronter. Vous avez besoin de ces contrats. Je n'ai plus besoin de rien de vous. Le sang-froid parfait de mère s'est finalement brisé comme de la porcelaine coûteuse frappant le béton. J'ai fait ce que je pensais être le mieux. Le nom Whitmore signifiait tout. Tu dois comprendre les opportunités qu'il a fournies, les portes qu'il a ouvertes. Il signifiait tout pour toi. Pour moi, il ne signifiait que douleur, rejet et 23 ans à se faire dire que je n'étais pas assez bon pour un nom qui n'était même pas le mien pour commencer. S'il te plaît, a supplié Sterling. Je ne l'avais jamais vu supplier pour quoi que ce soit de sa vie. Quinton ne le sait pas. Il ne mérite pas de tout perdre à cause de nos erreurs. J'y ai pensé un moment, y ai vraiment réfléchi. Quinton, bien qu'il soit l'enfant chéri, n'avait jamais été intentionnellement cruel. Il avait été inconscient, privilégié et dédaigneux, mais pas cruel. Il était aussi une victime, à sa manière, élevé dans le mensonge, tout comme moi. Je vais vous faire un marché, ai-je dit, me dirigeant vers mon bureau, la dynamique du pouvoir étant claire. Je garderai les contrats pendant 1 an. Pendant ce temps, Quinton doit travailler dans vos entrepôts du vrai travail, charger des camions, gérer l'inventaire, apprendre le fonctionnement réel de l'entreprise à partir de la base. Pas de traitement spécial, pas de raccourci, pas de voie rapide pour les cadres. Il pointe comme tout le monde. S'il tient toute l'année sans démissionner, s'il apprend réellement ce que j'ai appris, je prolongerai les contrats. S'il démissionne ou si vous intervenez pour lui faciliter la tâche, j'annule tout immédiatement. Ils ont échangé des regards, 28 ans de mariage comprimés en un seul regard de défaite. Il ne tiendra pas 1 mois, a dit Sterling doucement. Alors vous feriez mieux d'espérer qu'il a hérité plus de Harrison Val que de ses yeux, ai-je répondu, regardant la dernière pièce de vérité les frapper.
Mère a halté. Tu es au courant pour Harrison. Je suis au courant de tout. Rodrigo était très minutieux. Pensiez-vous être la seule à pouvoir garder des secrets? La différence est que les secrets de Rodrigo attendaient de me libérer. Les vôtres étaient des chaînes gardant tout le monde prisonnier. Ils n'ont eu d'autre choix que d'accepter mes conditions. Alors qu'il se tournait pour partir, Mère s'est arrêtée à la porte. Tu nous détestes? A-t-elle demandé, sans se retourner. Non, ai-je dit honnêtement. La haine signifierait que vous avez encore du pouvoir sur moi. Vous n'êtes que des étrangers qui se sont trouvés à m'élever. La dernière fois que j'ai vu Quinton, il portait des bottes de travail et un uniforme avec « stagiaire » cousu sur la poche, debout dans le même entrepôt de Newark où j'avais passé 3 ans. Ses mains douces avaient déjà des ampoules à cause du travail, la sueur tachant son col à midi. Mais pour la première fois de notre vie, il m'a regardé avec quelque chose qui s'approchait du respect, peut-être même de la compréhension. Tu savais, n'est-ce pas, m'a-t-il demandé pendant la pause déjeuner, assis sur le même quai de chargement où j'avais l'habitude de manger avec Eddie et les gars. Tout ce temps, tu savais que tu gagnerais à la fin. Non, ai-je admis, lui tendant une bouteille d'eau. Je savais juste qu'être traité d'inutile valait mieux qu'être inutile. Chaque insulte, chaque rejet, chaque fois qu'il te célébrait tout en m'ignorant, tout cela construisait quelque chose qu'il n'avait jamais prévu, la force, la vraie force, pas celle que l'on achète avec de l'argent ou que l'on hérite d'un nom. Il a hoché la tête lentement, regardant ses mains avec des ampoules. Peut-être que c'est à mon tour de me construire. Peut-être bien. Nadira avait raison sur une chose. Le sang ne fait pas la famille, mais il détermine l'héritage. Les Whitmore ont donné à Quinton tout ce qu'ils avaient à donner, de l'argent, du statut, des louanges creuses et un mensonge avec lequel ils devraient vivre pour toujours. Mais Rodrigo Castellano, un homme que je n'ai jamais rencontré, m'a donné quelque chose de plus précieux. Il m'a donné la vérité, un but et la connaissance que j'étais désiré, surveillé et digne, même lorsque personne d'autre ne le croyait. Le superviseur d'entrepôt, qu'on disait inutile, contrôle désormais l'un des plus grands empires maritimes des Amériques. Le garçon chéri travaille sur le quai de chargement, apprenant ce que signifie vraiment le travail. Et les parents qui ont joué à Dieu avec la vie de leurs enfants ont découvert que le karma tient des registres parfaits et recouvre toujours ses dettes avec intérêt. Parfois, le meilleur héritage n'est pas ce que quelqu'un vous donne. C'est ce que vous devenez quand il ne vous donne rien du tout. Chaque affront devient force. Chaque rejet devient détermination. Et chaque moment où l'on vous fait vous sentir inutile devient le combustible du feu qui finira par brûler leur maison de mensonges. Mais j'ai gardé ce dossier, celui qui a tout changé. Parce que chaque matin, lorsque je suis assis dans mon bureau de Miami à regarder le lever du soleil peindre l'Atlantique dans des nuances d'or et de possibilités, je relis la lettre de Rodrigo une fois de plus, pas pour l'argent ou le pouvoir, mais pour 5 mots que j'ai attendu 23 ans pour entendre. Bienvenue à la maison, mon vrai fils. Ces mots signifient plus que 400 millions de dollars. Ils signifient plus que 40 étages de verre et d'acier. Ils signifient que quelque part, quelqu'un a vu ma valeur alors que tout le monde ne voyait que du gaspillage. Quelqu'un a cru en moi alors que j'avais été formé à ne pas croire en moi-même. Quelqu'un m'a assez aimé pour attendre, pour regarder et pour s'assurer que la vérité finirait par gagner. Les Whitmore m'ont appris à survivre à la négligence. Rodrigo Castellano s'est assuré que je prospérerais grâce à elle. Et c'est le plus grand héritage de tous, savoir que parfois, la famille qui vous rejette ne fait que dégager le chemin pour la famille qui attend de vous réclamer. Si vous avez apprécié cette histoire sur la découverte de votre vraie valeur et la recherche de l'endroit où vous appartenez vraiment, veuillez donner un coup de pouce à cette vidéo. Cela aide vraiment d'autres personnes à trouver ces histoires de triomphe sur la trahison familiale. Partagez-la avec tous ceux qui ont besoin d'entendre que leur valeur n'est pas déterminée par ceux qui refusent de la voir. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur cette cloche de notification pour ne jamais manquer notre prochaine histoire. Laissez un commentaire ci-dessous pour me dire ce que vous auriez fait si vous aviez découvert que toute votre vie était construite sur des mensonges. Auriez-vous pardonné ou vous seriez-vous vengé? Je lis chaque commentaire et vos pensées inspirent nos prochaines histoires. D'ici la prochaine fois, rappelez-vous, parfois la meilleure vengeance est de devenir tout ce qu'ils ont dit que vous ne pourriez jamais être.